tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur After Fight. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de la mise à jour concernant les critères de notation en MMA. Pour ce faire, j'ai Ludo et Shadow. Ludo, comment tu vas? Bah écoute, je vais bien, Kevin, je te remercie. Et toi, comment vas-tu? Eh ben, ça va très très bien. Je suis super content de te recevoir pour parler de ces changements qui ont eu lieu récemment. J'ai plein de questions à te poser. Je pense que ben, déjà, voilà, on avait fait déjà un premier podcast où tu avais expliqué comment on note un combat en MMA. J'avais appris énormément de choses. Tu avais travaillé pour réaliser ce podcast. Les gens qui ne l'ont pas vu peuvent toujours aller le voir. Mais aujourd'hui, on peut le dire, ce podcast, il est obsolète ou pas? Alors, il n'est pas encore obsolète pour être parfaitement transparent, parce que si tu veux, c'est un projet. La modification des critères de notation, c'est un projet de la commission ABC. Et ils vont se réunir à la Nouvelle-Orléans entre le 3 et 4, 3 et 6 août, je crois. Et ils vont effectivement discuter sur comment appliquer des critères de notation qui soient totalement compréhensibles par toutes les couches, que ce soit les acteurs du MMA, mais les spectateurs eux-mêmes. Ils se sont rendus compte que les spectateurs ne comprennent pas, et même les acteurs eux-mêmes ne comprennent pas toujours pourquoi on obtient ce type de notation sur les combats de MMA. Et donc, du coup, force est de constater qu'il y avait besoin peut-être de mettre à jour ou bien de réharmoniser, ou même d'homogénéiser, ou même je dirais, d'avoir une réflexion sur comment mettre en pratique et en application les critères de jugement. Seulement moi, j'ai eu accès à ce document. Alors attention, hein, tout le monde peut y avoir accès, il suffit juste d'être un petit peu curieux et donc on peut tous avoir, je dirais, les pistes sur lesquelles on va changer. Le problème, c'est que lorsque j'ai lu ce sur quoi cela risque de changer, bah, ça vient mettre totalement en branle ce que j'ai expliqué lors de notre prochaine émission. Et comme toi et moi, on a envie d'être parfaitement au point, on ne peut pas faire un podcast dans lequel on dit, voilà, le critère de notation, comment on juge un combat de MMA, c'est ça, et laisser passer, parce que bon, là, on est début juillet, mais c'est le mois prochain, tu vois. Donc, si on veut être à la pointe, on se doit d'être transparent avec nos auditeurs. Et puis, si certains, et je l'espère, viennent prendre leurs sources chez After Fight, j'ai pas envie que toi et moi, on passe pour des branques, tu vois. Il faut malgré tout qu'on reste dans notre expertise. Et donc, je pense qu'il faut faire une émission pour expliquer ce qu'il risque, j'ai bien dit ce qu'il risque, d'y avoir comme modification. Parce que là, pour le coup, c'est des vraies modifications. Et je te dis, ça vient contredire ce que j'ai expliqué, ce qui se passe actuellement pour juger un événement de MMA. Donc voilà pourquoi je t'ai proposé, et je te remercie de l'avoir accepté, de faire ce petit podcast pour expliquer ce qu'il risque, et je dis bien encore, et j'insiste, hein, ça fait la quatrième fois que je le dis, mais c'est volontaire, ce qui risque d'y avoir comme changement. Ben, écoute, déjà, c'est moi qui te remercie d'avoir accès et surtout recherché cette documentation. Moi, j'ai envie de te poser une question. Déjà, toi, est-ce que tu trouves qu'il y avait besoin justement de faire, on peut appeler ça une mise à jour? Alors, c'est plus qu'une mise à jour, parce que comme je t'ai expliqué, tu vois, on a fait l'étude et pour ceux qui n'ont jamais vu le podcast précédent, je vous invite à aller le voir. Mais pour ceux qui préfèrent qu'on en parle maintenant, ce que je vais essayer de faire, c'est de vous expliquer grosso modo, en résumé, ce qu'on a été de dire sur l'autre podcast. Mais j'espère que vous aurez la curiosité d'aller le voir parce que sans nous jeter de fleurs, je pense il est assez complet et il est assez exhaustif. On pourrait mieux faire, hein, il est toujours perfectif. Toute production est perfectible, mais malgré tout, je pense qu'il était bien fait. En fait, aujourd'hui, on juge un combat et on essaye de faire en sorte de bien mettre en évidence l'efficacité des deux combattants. Et on compare cette efficacité.
Et cette efficacité, on vient la comparer grâce à deux outils, le striking et le grappling. Et on a des outils pour déterminer ce qui est un grappling efficace et on a des outils pour déterminer ce qui est un striking efficace. Une fois qu'on a déterminé ces choses-là, ça nous permet de mettre une notation sur un round. Cette notation, elle est pour celui qui est le plus efficace de 10 et pour celui qui est le moins efficace ou qui est le perdant du round est de 9, 8, 7, mais en sachant que 7 n'est jamais appliqué, puisque, comme on l'a dit, si le juge est obligé de mettre un 7, c'est que quelque part, l'arbitre n'a pas fait son rôle d'arbitre, à savoir d'arrêter le combat. Donc, tout ça pour vous dire qu'aujourd'hui, on se base sur cette logique. Cette logique, elle a une manière d'être appliquée. Et donc, dans l'application, les juges doivent absolument ressortir celui qui a été le plus fortement efficace. Et on détermine après une notation, 10 pour le vainqueur, 9, 8 ou 7 pour le perdant. Et il y avait des soucis de compréhension par rapport à ça, notamment parce que on avait tendance à utiliser l'explication de mettre un 18 dans le système pour déterminer qui est efficace. Je vous explique très rapidement. Aujourd'hui, on explique que pour mettre un 18 sur un round, on estime que le gagnant a gagné le round et il a mis une domination dans la durée qui a causé des dégâts. Et il y avait cette mauvaise compréhension pour noter ça, de dire oui, dans le round, il faut que tu fasses des dégâts absolument, c'est hyper important. Et là, les gens se disaient, mais comment on fait des dégâts au sol, comment on fait des dégâts debout? Et c'est là que ça a commencé les interprétations, les mauvaises compréhensions. Et il y a autant d'interprétations que de cerveau. Et si tu veux, cette confusion qu'il pouvait y avoir faisait qu'il y avait une confusion dans la tête des spectateurs, faisait qu'il y avait une confusion dans la tête aussi des coachs et des combattants, parce que certains combattants et certains coachs pensaient qu'ils étaient en avance ou en retard, et c'était pas le cas. Et à part les juges, parce que bah forcément, nous, on a tout le temps des mises à jour continuelles, et puis nous, on a notre logiciel interne, donc si tu veux, ça nous permet de toujours rester dans notre cadre et dans notre critère. À part les juges, on se rendait compte que plus personne ne comprenait les choses. Pire que ça, on avait des commentaires, donc en l'occurrence des gens qui sont aux commentaires à la télévision, aux commentaires sur les émissions YouTube, aux commentaires sur les émissions Twitch, aux commentaires sur les podcasts, qui faisaient que eux mettaient leur petit grain de compréhension, leur petit grain d'interprétation, et faisaient qu'à un moment donné, les gens, comment dire, tu sais, c'est comme la mauvaise nouvelle, entre guillemets, tu vois, ou ce qu'on appelle le téléphone arabe. Ça veut dire que chaque personne disait un truc et c'était déformé à l'infini, ce qui fait qu'à un moment donné, il y avait une C'est telle faussé, ouais. confusion et la communication est tellement importante Mm. qu'à un moment donné, on se disait, mais qu'est-ce que font les juges? Ils sont nuls. Non, c'est pas que les juges sont nuls. C'est que vous n'avez pas compris et vous basez non pas sur ce que vous expliquent les juges, vous vous basez sur ce qu'expliquent les commentaires sur ce qu'expliquent les youtubeurs ou sur ce que vous expliquent les broadcasters ou j'en sais rien, tu vois, mais Ouais. en tout cas, certainement pas les juges. Donc c'est pour ça que j'avais eu vraiment ce besoin avec toi de faire cette émission-là. Mais aujourd'hui, le problème, c'est que cette confusion, eh ben, elle a été tellement importante que, alors, bien sûr, il n'y a pas que il n'y a pas que le microcosme français qui a été concerné par ça, hein. On est d'accord que déjà ça vient déjà des États-Unis, tu vois. On est d'accord que ça vient déjà aussi dans le monde, comment dire, de la planète sphère MMA, tu vois. Et c'était développé par le nombre de pays qui disaient ça. Donc aujourd'hui, le problème, c'est que c'est monté jusqu'à la commission donc de boxing, là, la ABC, et ils se sont sentis obligés de déterminer les choses. Sauf que moi, quand j'ai lu, mais là, pour le coup, là, à mon sens, ça va jeter certainement la confusion. Et là, il va falloir même nous, par exemple la FMMAF, pour ne serait-ce que à notre niveau local, il va falloir reconvoquer les officiels et leur dire attention. Si cette, comment dire, volonté de modifier les règles, parce que le travail est fait et je vais te le montrer, si ça, là, ça vient en place là, alors là, pour le coup, il va falloir que nous aussi, on se mette à jour parce que ça va être quand même une petite révolution. Alors, tu vas me dire, mais sur quel point ça Ouais, change? c'est intéressant parce que ça va forcément vous
vous impacter, mais si ça vous impacte vous, ça va impacter le MMA, les combattants, les coachs. Enfin, il y a tout qui va être remis en cause du coup. Ah, Enfin, je suis curieux de voir ce que tu nous as préparé. Voilà. bon, moi, je t'ai rien préparé pour le Oui, coup enfin, parce je que. veux dire ce que Mais les par documents que contre, tu as enregistrés. Voilà, voilà, par et ce que contre, ce que t'en. j'ai fait, Je te. c'est un truc simple, hein, c'est-à-dire j'ai fait une traduction Hmm, de ce qui est proposé comme projet et j'ai surtout essayé de synthétiser et de faire en sorte que les points les plus déterminants qui pouvaient être vraiment différents puissent être mis en avant. Donc, ce ouais. que je vais te demander, c'est un petit partage si tu peux Oui, me bien donner sûr. le partage de documents. Et juste avant, il me semble, je sais pas si tu as répondu à la question, mais qu'est-ce que tu en penses, toi? Est-ce que c'est une bonne chose ou Pas pas? une bonne chose. Non, voilà, c'est ce que Ok, j'allais dire. Et pourtant, moi, je suis plutôt progressiste, hein. Ça veut dire que je suis pas trop le genre de personne à, tu vois, à vouloir que les choses ne changent pas. ok. J'aime bien l'évolution. Bon, tu as compris un peu mon caractère. J'aime bien, moi, que les choses soient évolutives, non figées. Je suis pas trop le conservateur du temple sacré, tu vois. J'aime pas trop ça. Mais le problème, c'est que si on modifie, en fait, les gens, ils ont besoin de repères. Si tu modifies constamment les repères, C'est les compliqué, gens, hein. ils ne savent plus dans quel sens aller. Donc, il faut malgré tout, il faut se mettre toujours d'accord sur ce qu'on appelle les fondamentaux et le cadre. À partir du moment où tu fixes le cadre, qu'à l'intérieur de ce cadre, il y ait des évolutions, c'est pas un souci en fait. Mais le problème, c'est que quand tu crées un cadre, tu sors du cadre, tu crées un autre cadre, tu sors du cadre, tu crées un autre cadre, les gens vont se dire, mais comment on fait en fait? Finalement, c'est quoi? Là, c'est quoi le fondement? C'est quoi la base? C'est quoi On a besoin d'avoir si tu veux, le alpha de la chose. Tu comprends ce que je veux dire? Bien sûr, Voilà. avoir une Donc, structure, il hein. ne faut pas trop modifier parce que sinon les gens après ils s'y perdent. Si tu t'amuses à modifier d'une année à une autre, par exemple, bon, petite parenthèse, je vais essayer d'aller vite, hein. Mais par exemple, tu vois, nous, dans notre système d'évolution par rapport aux compétitions, on a fait en sorte que les choses soient évolutives. Par exemple, quand on a commencé, il n'y avait pas de, il y avait pas de, il y avait pas de compétition amateur. D'accord? Donc, la compétition professionnelle, elle avait un cadre. Pour pouvoir aller dans le coin, il fallait avoir un entraîneur qui était titulaire d'un diplôme qui s'appelle le BF2, qui était titulaire aussi d'une licence encadrant, qui était, comment dire, le seul à pouvoir entrer dans la cage, etc., etc. Puis en amateur, puis on a mis un amateur. Mais en amateur, on a été permissif, par exemple, par rapport au diplôme. Au lieu que ce soit un BF2, c'était un BF1, bref. Ensuite, il n'y avait qu'une classe amateur. Maintenant, les choses elles évoluent. Donc, du coup, maintenant, on a fait deux classes amateurs. Quand on a commencé, il y avait trois classes élites. Maintenant, la deuxième année, il y avait deux classes élites. Maintenant, il y en a deux jours deux, mais on a descendu le nombre de combats. Et c'est normal, c'est dans l'évolution des choses parce que il faut que nos compétitions, tu vois, et notre pratique, il y ait la photographie plus ou moins réelle de ce qui se passe. Tu comprends ce que je veux dire? Aujourd'hui, tu peux plus te permettre d'avoir un mec qui a trois combats qui se bat avec un mec qui a 15 combats. Même si c'est deux amateurs. C'était pas le cas avant. Pourquoi? Parce qu'avant, on faisait du pancrace, on faisait du grappling fight, etc. Donc la sécurité, elle était quand même quasiment contrôlée. Maintenant, non, il peut y avoir, avec 5 ans d'expérience, on est obligé de réguler. Parenthèse fermée. Et ben, de la même manière, là, tu vois, il y a du changement, mais pour le coup, ça risque de vraiment changer les repères de tout le monde. Tu vois? Mhm. C'est pas si simple. Donc, je vais te faire le partage. Ben, en tout cas, c'est intéressant, hein, parce que ça, juste, est-ce que ça vient d'une organisation, ça, enfin, j'allais dire, ça vient de Dana White, qui décide en fait d'aller voir cette commission et de dire, il faut changer, euh, il faut faire une mise à jour, il faut qu'on voit autre chose. Est-ce que tu le sais ou pas Alors, du tout? Ou t'en as peut-être. alors, oui, oui, je le sais. Je sais que c'est les officiels. En fait, il faut que tu comprennes que même si Dana White, tu vois, c'est le président de la compagnie qui gère UFC, c'est pas les officiels ils sont payés, si tu veux, à la prestation, à la vacation, ils sont facturés, si tu veux, par l'UFC, mais en fait, ils sont envoyés par une institution. Cette institution, c'est celle qu'on. Est-ce que tu vois à ton écran Ouais, ce que j'ai mis là? tout à fait. Ouais. Donc, c'est l'Association of Boxing Commission and Combative Sport. En fait, si tu veux,
C'est cette commission, elle a un nombre d'officiels, ça marche comme une fédération si tu veux, elle a un nombre Ok, d'officiels avec des niveaux, c'est-à-dire des gens qui peuvent faire commissionnaire, donc commissaire, qui peuvent faire juge, qui peuvent faire arbitre. Et eux, ils envoient. Ce qui se passe, c'est que ces gens-là qui travaillent dans cette commission, eux, ils font ce qu'on appelle des comptes rendus, ils font des feedbacks, tu vois. Et dans ces feedbacks, bah, si tu veux, à un moment donné, quand il y a trop de choses qui se passent, ils font des mises à jour. Et force est de constater que sur le moment, il doit y avoir des retours plus ou moins insistants parce qu'il n'y a pas que l'UFC aux États-Unis. Il y a d'autres événements aussi de MMA. Des événements régionaux, des événements nationaux, des événements continentaux. Tu vois, il y a plein de choses qui se passent sur le territoire. Et c'est cette commission, et une autre aussi commission qui est celle du Wyoming, par exemple, avec laquelle déjà traite PFL, par exemple, tu vois. Et c'est ces officiels qui font des feedbacks et qui disent, ah, ouais, attention les gars, là, il commence à y avoir des problématiques, tu vois. Et donc, tout ça pour te dire que ça vient pas de là-haut, ça vient des acteurs eux-mêmes, c'est-à-dire de ceux qui jugent eux-mêmes. Donc, ils font des feedbacks et face aux feedbacks, bah, entre guillemets, les pensants, les sachants, décident, par exemple, donc là, c'est clairement, comment dire, écrit, hein, je te l'ai écrit comme tel, tu vois. Comme quoi, bah voilà, il va y avoir des changements lors de la conférence annuelle. Donc, c'est ce qui correspondrait un petit peu à l'assemblée générale au sein d'une compagnie ou au sein d'une association et qui se tiendra à la Nouvelle-Orléans, donc du 4 au 6 août, tu vois. Et ils ont déjà, si tu veux, mis à l'ordre du jour les changements. Et ces changements-là, ils ont été communiqués, d'accord? Donc, du coup, bah, moi, je suis parti les chercher et quand ils ont été communiqués. ok. Et donc, c'est les Je vois que révisions c'est, proposées. je vois que c'est marqué que il va y avoir un vote. Donc j'allais te demander qui décide en fait. Il va y avoir un Bah, vote. les juges eux-mêmes, en fait, tu vois. Ouais, ouais, En mais fait, si tu il veux, y a dans une quand même un assemblée vote. générale, si tu veux, ouais, ouais, en fait, dans une assemblée générale, en fait, ce qui se passe, c'est que bah, ils mettent des thématiques, ils mettent des Hmm. projets, et sur ces projets-là, en fait, bah, il faut récolter comment dire, le suffrage de tous, tu vois. Donc Ok, voilà. ok, Donc, en l'occurrence, comme tu peux voir, donc je me permets de lire, hein, même si je vais essayer de paraphraser, mais c'est important qu'on le dise quand même. Donc, selon un premier rapport de Sportnet, les changements proposés visent à fournir des explications plus approfondies sur la façon dont les juges doivent attribuer les points dans les rounds, dans le but d'éliminer l'ambiguïté et la confusion qui règnent actuellement dans la perception du public. Mais pas que du public. Tu vois? Même les commentateurs, même tu vois, les gens qui ont, si tu veux, une communication autour de ce qui se passe, eux aussi sont dans la confusion. Donc, le but, hein, c'est que le langage utilisé dans ces clarifications offrirait une explication plus détaillée sur ce que l'on entend, notamment par les frappes, donc c'était striking, et le grappling efficace, en mettant l'accent sur les dégâts et ce que cela implique. Et je sais pas si tu te rappelles, mais j'avais été, comment dire, particulièrement euh, frileux par rapport au fait que j'entendais à chaque fois, fais des dégâts, patati patata. Et j'avais expliqué que les dégâts n'étaient qu'une seule des données que le juge prenait en compte pour pouvoir définir qui était efficace ou pas. Tu te rappelles de ça ou pas? Et je t'avais dit, moi, pour moi, c'est une erreur parce que c'est pas parce que je te mets. On connaît tous notre pratique, on connaît tous notre discipline, et on sait très bien que je peux te mettre un coup de poing, un coup de pied qui, visuellement, n'a pas forcément d'effet sur le moment, tu vois. Et pour autant, savoir que, comment dire, c'est une frappe efficace. Et j'avais donné, il me semble, l'exemple du low kick sur la cuisse. Et j'avais dit, moi, je te mets un low kick, il claque pas le low kick. Souvent, on a l'impression que parce que le low kick, il claque, tu vois, on se dit, waouh, tu vois, les spectateurs se disent, waouh, qu'est-ce qu'il a frappé fort. Et en fait, moi, j'avais expliqué que une bonne petite baramine de derrière les fagots avec un petit bias qui rentre dans le vas externe de la cuisse. Je t'avais dit, il fait pas de bruit celui-là, pourtant je peux te dire qu'il a fait des dégâts. Et c'est pas parce que on ne voit pas de rougeur. Et j'avais dit, bah, une personne, par exemple, qui est de couleur noire, tu pourras pas voir la rougeur tout de suite. Tu vois? Alors qu'une personne de la couleur blanche, bah, tu vas peut-être voir la rougeur sur la cuisse, etc. Malgré tout, toi, tu sais, en tant que juge, ce qui a été efficace. Tu sais très bien que le tibia, lorsqu'il s'est enfoncé dans le vaste externe, c'est-à-dire le muscle du côté de la cuisse, tu sais très bien s'il a fait des dégâts ou pas, tu vois. Alors que le fait que ça claque, un middle
envoyé très rapidement au niveau du corps, qui tape dans les bras ou qui tape même dans le coude, ça va claquer parce que c'est os contre os. Et donc, et pourtant, il a tapé dans les avant-bras et ça se trouve, alors ça se trouve, ça lui a cassé le bras, hein. Mais ça se trouve, non. Tu vois, il y a toujours une chance sur deux. Et c'est pour ça que je t'avais dit qu'il fallait relativiser cette donnée du dégât. Mais manque de peau, tu vois que c'est maintenant ce qui est carrément mis en avant là. Ça veut dire qu'aujourd'hui, tout ce que j'avais dit la dernière fois au niveau du podcast, bah, ça s'annule. Parce qu'aujourd'hui, et il n'y a pas que ça, il y a deux choses, moi, qu'il fallait absolument qu'on mette en avant. Il y a cette efficacité qui est maintenant définie par les dégâts. Ça y est. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour noter un combat, il va falloir on va pouvoir définir par les dégâts ce qui est efficace ou pas. Pour moi, c'est une erreur. Mais on est comme tout le monde. On est des applicants du règlement, on est des applicants de la règle. Donc, si demain, alors en l'occurrence le 6 août ou le 7 août, bah, si le 6 ou 7 août, ça devient la règle, aujourd'hui, on va déterminer le striking efficace par les dégâts et on va expliquer que le grappling efficace, ça sera aussi par les dégâts. Tu vois? Et Hmm. notamment comment dire, la deuxième chose qu'il faut, à mon sens, mettre en évidence, c'est que cette mise à jour, elle comprendra également le langage plus clair concernant les scores. Je te rappelle l'histoire des 10-10. Donc, le 10-10, je t'ai dit que c'était carrément. En fait, pourquoi on ne mettait pas le 10-10 et pourquoi j'en ai pas parlé? Parce que j'ai eu des retours donc des officiels et qui m'ont dit, mais Shadow, pourquoi tu n'as pas parlé du 10-10? Je dis, bah, parce que vous savez très bien qu'en fait, le 10-10, en vérité, ça montre que vous êtes incapable de définir, vous, celui qui était le plus efficace. Je vous ai expliqué déjà que dans la tête d'un juge, il ne peut pas y avoir d'égalité. Donc, ça a été critiqué, comment dire, justement, hein. Je dis pas que ceux qui sont contre l'idée qui est dit 10-10 ont tort. Je dis juste qu'aujourd'hui, dans la tête d'un juge, dans la tête de la commission, dans la tête des commissions, qu'elles soient internationales ou au niveau de la FMMAF, si un juge n'est pas capable de mettre un 10 et s'il met un 10-10, ça va être mal perçu parce que tu vas montrer ton incapacité à être capable de déterminer qui est le plus efficace. Donc il n'y a aucun juge qui met 10-10. Voilà, donc c'est comme ça que ça pense. Même si dans l'absolu, c'est vrai le 10-10 pourrait exister, mais ça ne se pratique pas. Et le 17, comme je t'ai dit, ça se met très peu aussi parce que le 17, ça veut dire que l'arbitre, il a quasiment pas fait comment dire, son travail. Mais c'était dans la face, l'application du 18. Et dans l'application du 18, il fallait avoir ce qu'on appelle les 3D. Et si tu lis ce que j'ai écrit là, tu vas voir que maintenant, pour mettre un 18, il va plus falloir avoir les 3D, mais il va falloir avoir les dégâts et soit la domination, soit la durée. Je te le dis. Cette mise à jour comprendra également un langage plus clair concernant les scores 10-10, 19 et 18-17, en particulier les 18. Selon les règles actuelles, un round peut être noté 18 si un combattant démontre au moins deux des trois éléments suivants, dégâts, domination et durée. Ça, ils se sont trompés, c'est les trois qu'il faut mettre. Le nouveau texte exigerait que les dégâts soient obligatoirement l'un des deux critères nécessaires pour attribuer un 18. Ça veut dire que là, je suis en train de me rendre compte que pour la l'ABC, quand tu avais... alors que tous les juges savent qu'il faut avoir les 3D, mais certains, entre guillemets, lorsqu'il y avait la domination et la durée, certains mettaient déjà des 18. Or, on sait, et je le sais puisque j'ai travaillé avec des anglo-saxons sur le PFL, sur l'UFC, sur le Cage Warrior, tu vois, alors Cage Warrior, non. Comment ça s'appelle? Chez les Polonais, là. KSW, tu vois. KSW. On sait très bien que ce soit les Anglo-Saxons ou que ce soit, comment dire, les Polonais, on mettait tous les 3D. Donc déjà, tu vois, je m'aperçois que il doit y avoir des events au niveau des États-Unis qui ne faisaient pas les 3D, mais qui faisaient genre 2D. C'est-à-dire, ils pouvaient mettre des 18 avec la domination et la durée. Donc ça, c'est grave. Parce que normalement, il fallait avoir les 3D. Et les dégâts étaient 1. Là, maintenant, on te dit quoi? On te dit que pour pouvoir mettre un 18, si tu as les dégâts ou un des deux, domination ou durée, tu pourras mettre un 18.
Ça, pour moi, c'est danger. C'est danger parce que ça va être sujet encore à une plus grande interprétation. Pourquoi je le sais? Je te rappelle ma petite feuille de score où je te montrais comment dans mon petit carnet je mettais les choses. Et je te disais qu'on mettait on mettait ce qui se passe. Le bâton, c'était les frappes efficaces. La croix, c'était les takedowns avec un schéma offensif. Et le rond, c'était Ouais, les je me soumissions rappelle. enclenchées. Ouais. Mais là, le problème, c'est que si tu mets de la domination et de la durée, il va falloir que tu mettes à chaque fois des time codes. Tu vois les time codes que je te disais là? Ouais, bien sûr. Et là, ça va être sujet à plus grande interprétation. Ça va être compliqué de Ah ouais, remplir parce que c- comment tu... bah, les dégâts, ils sont là, ok, d'accord. Mm. Mais comment tu vas... si tu n'as pas la durée, comment tu vas pouvoir déterminer la domination? Tu vas te dire, ouais, mais par le nombre de choses. Ok. Mais si c'est kiff-kiff, qui a dominé? Alors qu'il Ouais. y en a un qui a subi des dégâts. Donc tu vois, Ouais, ça va rendre encore plus complexe ça va la. rendre encore plus complexe, pour Ouais. moi, la compréhension des choses. Mm. Et ça va surtout rendre plus complexe l'application, puisque ça va donner sujet à beaucoup plus d'interprétations. Non, mais il a dominé, lui. Bah non, il n'a pas dominé. Mais comment tu le montres qu'il a dominé? Bah regarde, moi j'ai trois bâtons et moi j'ai trois. Ah oui, mais ça, ok, mais regarde, lui, là, il l'a mis au sol deux fois plus Mais de temps. est-ce que Et donc, est-ce il y en que a un qui va prendre 2 dés sur le dégât et la domination, et l'autre qui va prendre 2 dés sur le dégât et la durée. Donc, tu vas te retrouver tous les deux avec un résultat qui va être cohérent. Le Mm. mec, il a appliqué son 2 dés dans un sens ou dans l'autre. Le but c'est de faire le plus de dégâts? Ouais, mais ça suffit pas. Pour mettre un 18, en fait, il faut les dégâts plus quelque chose. Sauf que, comme je te le dis, à partir du moment où le mec, il a créé du dégât, ok. Mais pour mettre le 18, il faut que tu rajoutes soit la domination, soit la durée. Ouais, il y aura plus de 19 en fait, du coup. C'est ça le problème. Ouais, ok, ouais. Parce qu'il n'y aura plus forcément les 3D, en fait. Mm. Et parce que le mec, il a dominé. Mm. Mais si l'autre, dans la durée, il l'a laissé au sol, mais il n'a pas été très efficace, mais dans la durée, il l'a laissé au sol. Comment tu veux expliquer? La durée exprimait aussi la domination, tu vois? Les actions montraient la domination, mais c'était les actions dans la durée qui montraient aussi la domination. Tu comprends ce que je veux dire? Bien sûr, ouais, ouais, ça allait de Alors pair. qu'un mec qui dure, par exemple, allez, je vais prendre un truc très simple, un round sur un round de 5 rounds, pendant 4 minutes, je t'ai mis au sol. Mais j'ai pas fait beaucoup de dégâts. Et comment dire, est-ce que je t'ai dominé? Bah oui, je t'ai dominé, je t'ai laissé au sol. J'ai pas été efficace parce que j'ai pas créé beaucoup de dégâts, mais j'ai été dominé. Mais la durée, c'est compliqué, tu vois. Je sais pas si j'arrive à traduire Ouais, ma c'est. pensée. Ouais, je comprends. Ouais, Donc pour moi, non. ça, c'est compliqué. Et c'est surtout dans l'expression des dégâts. Donc on va passer très rapidement et regarde comment c'est confus. Et c'est ça qui me fait peur, moi. C'est parce que l'expression des dégâts, c'est hyper confus. Regarde bien, hein. Qu'est-ce qu'on définit comme dégâts? C'est des techniques de combat légales dont le résultat diminue la capacité ou la volonté de l'adversaire à continuer le combat. Mais comment tu veux le déterminer? Tu crois que je suis Madame Irma ou quoi? Donc ça, c'est problématique d'exprimer les choses comme ça. Et j'avais vu un podcast avec Aldric et comment il s'appelle? Herbinet. Comment il s'appelle déjà? Jab Life. Ouais, Jab Life. C'est Alex Herbinet, c'est ça? Alexander Binet, ouais. Ouais. Et il disait que la manière dont c'était écrit, c'était des mots génériques, etc. Et franchement, bah là, force est de constater qu'ils ont raison, tu vois. Qu'est-ce que ça veut dire qui diminue la capacité ou la volonté de l'adversaire? C'est pas ça, un dégât. Un dégât, c'est si oui ou non, tu vois apparaître des effets de tes coups. Bon, alors tu vas me dire, ouais, c'est un peu écrit après. Donc, ils ont essayé quand même, malgré tout, d'expliquer ce que c'est que des dégâts. Donc, en l'occurrence, moi, sur ce qui est écrit, donc, mise au sol, donc des knockdowns, résultat des frappes légales. Donc, ça, c'est compréhensible. Ça veut dire, je te cogne, Ok. tu tombes au sol, tu fais l'ascenseur, etc. Boum, ça, c'est du dégât. Bon, ça, Mm. c'est facile à comprendre. Maintenant, les frappes puissantes ou commensonnantes aux zones vitales. Les zones vitales. Tu vois, les zones vitales. C'est quoi les zones vitales?
Ouais, c'est comme un manga, là. Faut prendre les 11 points, tu sais, les 11 points Ah, du mais corps. c'est quoi les zones vitales? Moi, explique-moi ce que c'est les zones vitales. Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que Les si points vitaux, les 11 points vitaux. Non, je les sais pas, non. potos, ok, bon, moi, perso, je connais mon anatomie. Ok, pas de souci. Hmm. J'ai passé des diplômes d'État et des brevets d'État Ouais, qui me permettent de connaître l'anatomie. Mais concrètement, c'est quoi des zones vitales? Oui, tu vas me dire, oui, alors, j'exagère, tu vois. On sait certainement qu'il va y avoir la tempe, il va y avoir comment dire, la mâchoire, il va y le avoir le foie. plexus, il va y avoir le foie. Hmm. Ok, mais franchement, sincèrement, de toi à Ouais, moi. ouais, non, c'est ridicule. Eh oui, commotionnante. Enfin, c'est peut-être ça, qui crée des commotions, en gros. Mais non. Ça Tu veut peux dire très quoi? bien. Ça veut dire que si je te mets une patate dans le front, Ouais, ouais, mais non, c'est pas la zone vitale, ça? non, je suis d'accord avec toi. Tout à fait. Bon. Et c'est ça qui me fait peur. Ouais, ça, c'est bizarre. Qui me Ouais. fait peur. Tu vois, parce que ça va être sujet à interprétation, ça va être sujet Hmm. Tout à fait. chacun va comprendre ce qu'il va comprendre, et du coup, on va pas réussir à avoir un socle commun. Et il faut toujours homogénéiser. Si tu n'homogénéises pas, si tu ne systématises pas, il faut que ce soit systémique, en fait. Parce que si c'est pas systémique, bah en fait, c'est personnel. Et donc, on est dans l'abstrait. On est dans la perception personnelle et abstraite, totalement subjectif. Subjective, pardon. Tu comprends Ouais, ce que je veux dire? ouais, tout à fait. C'est pas clair du tout, quoi. Ça va. Ouais, on a besoin Regarde de. encore ce qu'ils appellent dégâts. Les Allez. frappes légales qui forcent l'adversaire à reculer. Mais il y a des gens qui boxent en reculant. Se réajuster ou à se défendre exclusivement. Donc en gros, c'est le mec qui fait la tortue, tu vois, et que le mec frappe, ou le mec qui se recroqueville sur lui au sol, etc. Ensuite, là, ça commence à plus être dans ce que je pense être, moi, des frappes qui causent des dégâts. Ce que moi, j'appelle des damages ou des dégâts, c'est plus ça. C'est les frappes ou techniques de grappling. Bon, ça, tu vois, les techniques de grappling, il faudra m'expliquer. Qui causent des blessures visibles. Pour moi, les dégâts, c'est ça, en fait. Donc, c'est-à-dire les gonflements, les hématomes, les lacérations, les ecchymoses. Ils auraient pu rajouter les ouvertures, les saignements. Ils auraient pu rajouter ça, tu vois. Tu vois? Mais ça, explique-moi comment tu peux voir, toi, en grappling, c'est-à-dire de la préhension, comment tu peux créer ça en grappling. Tu crois que parce que tu vas mettre ton tibia au niveau de l'abdomen ou au niveau de la face, tu vois, c'est compliqué. Est-ce que tu crois que c'est parce que tu vas serrer fort la mâchoire? Qu'est-ce que ça veut dire qui crée des blessures visibles? Bah, excuse-moi, mais À part lui casser le bras, je vois pas ce que tu peux, ou lui casser la jambe ou une articulation, ça va être compliqué. Bon, technique du de coup, grappling, ouais, on n'inclut pas le. Parce ah, que causant des blessures visibles, pour moi, c'est le grand impact. bah oui, exactement. C'est-à-dire que ça va être ça, mais il faut qu'il le précise. Ouais, Au ok, lieu oui, de dire du oui. grappling, il faut dire du ground and pound. Oui, du sol, quoi. Frappe ou technique au sol, Du quoi, il voulait grappling dire. avec frappe. Ouais, là, il parle du jeu au sol, j'ai envie de dire, plutôt Voilà, que... il faut Ouais. qu'ils disent qu'il faut que ce soit du grappling avec les frappes. Ok, Après, quand même, ils disent des choses qui sont intéressantes par contre après. Donc, ok. c'est des techniques de grappling qui provoquent des hyper-extensions. Donc, c'est sur des clés de bras, sur des clés d'épaule, etc. Ou même des clés de cheville ou des clés de genoux. Et des dommages articulaires. Tu vois, ça veut dire que bah, une personne qui se prend une Americana. Mais bon, j'ai envie de te dire que là, c'est pareil, tu vois. Il y en a très peu qui arrivent à se sortir d'une soumission enclenchée sur l'articulation sans que ça saute. S'il est blessé, c'est que ça a sauté, il peut pas continuer, tu vois. Je te Tout à donne fait. l'image de Minotaur qui se prend une Kimura par Frank Mir, ou Team Sylvia. Bon, à cette époque-là, tu devais certainement pas connaître, tu veux pas regarder le MMA, mais Team Sylvia qui se fait péter l'avant-bras, comment dire, sur un juji. Ça peut arriver, tu Ouais, vois, parce mais que, c'est trop regarde, tard. L'arbitre, il va arrêter après. bien sûr, mais regarde, enfin, après, c'est un exemple, hein, mais je me rappelle Charles Oliveira contre Tony Ferguson. Ferguson, il tape pas, hein. Tu vois, et pourtant, Charles Oliveira, il avait enclenché c'est une clé de bras, je crois. Mais après, voilà, c'est l'exception, hein. Je Ouais, dis mais ça, là, tu crois je suis quoi? Tu d'accord. crois que l'arbitre, il va arrêter, là? Et l'arbitre, il n'arrêtera pas, là. Mm. Autant sur un combat amateur, l'arbitre va arrêter,
autant sur un combat pro, je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'arbitres qui, sur une clé de bras ou sur une clé de jambe, si le mec tape pas, à moins qu'il y ait une déformation comment dire, de la jambe ou du bras, etc., je pense pas qu'il y ait beaucoup d'arbitres qui arrêtent. Ok. À mon sens, hein. Ouais, non, mais je suis d'accord. Mais Quand du il va coup, arrêter, ça sera trop tard. je veux dire, si par exemple Tu sais pourquoi? le round Tu se sais termine, pourquoi? le juge il pourra noter, tu vois, ce sera un critère, quoi. Ce sera un point pour celui qui a fait le dégât. C'est ça. Et pareil, ça veut dire quoi? Un étranglement provoquant une détresse visible. C'est quoi la détresse? Bah ouais, généralement, en plus à l'UFC, on sait que le plus de Tu vois, c'est soumissions quoi qu'il la y a, c'est détresse? l'étranglement. Ouais, C'est quoi la détresse ouais, visible? ouais, c'est vrai que Le mec qui c'est. grimace, le mec qui ferme les yeux, le mec il bouge plus. C'est quoi la détresse visible? Là Bah, aussi, c'est au sujet à interprétation. géné- Donc tu vois, c'est compliqué parce que le juge, il sait très bien quand l'étranglement il est émis, etc. Et la détresse, elle est visible, il faut faire attention avec ça, tu vois. Mais bon, moi je reste persuadé qu'en vrai, même s'il y a ces dégâts qui sont exprimés, le juge, il saura malgré tout déterminer ce qui est efficace. Et je le dis et je le répète, une soumission qui est censée provoquer des dégâts, c'est une soumission qui est enclenchée et qui va devoir. Mais ce qui est sûr, c'est que maintenant, pour le coup, pour déterminer l'efficacité, il devra se baser sur les dégâts. Et tu vois, regarde, pourquoi je te dis ça? Parce que c'est exprimé juste après. Les dégâts sont l'élément le plus important dans l'évaluation d'un round. Tu te rappelles de ce que je te disais avant? On parlait de l'efficacité des frappes et de l'efficacité du grappling, et que le grappling, l'efficacité, c'était par le schéma offensif, c'est-à-dire takedown, position forte avec mise en danger. Là, non. ouais, Là, non. si t'es en position, peu importe, même en position, tu te fais dominer, mais que tu fais du dégât, c'est toi qui. C'est exactement ça. Tu vois, là, c'est les dégâts sont l'élément. Donc, en vrai, tu vois, j'ai l'impression de te dire que j'ai le sentiment qu'il y a eu une influence de la part de l'extérieur. Petit commentaire. Je suis persuadé, tu vois, que les juges, au lieu de rester, ou même les officiels ou le groupe d'officiels, au lieu de rester concentrés sur la base, j'ai bien l'impression qu'à force d'avoir entendu des coachs dire, ouais, cause des dégâts, il n'y a pas assez de dégâts, etc., j'ai l'impression que ça a eu une influence, tu vois. La preuve, puisque maintenant, au lieu de rester sur ce qu'on disait, c'est-à-dire les frappes efficaces qui ont un impact immédiat ou cumulatif, ou alors le grappling comment dire, efficace qui est celui qui a un schéma offensif avec takedown, position et mise en danger. Là maintenant, qu'est-ce qu'on va mettre en place? C'est que les dégâts sont l'élément le plus important dans l'évaluation d'un round car ils ne représentent pas une action en soi, mais le résultat direct d'un combat efficace. Ça veut dire qu'en gros, là, il détermine ce que moi j'avais justement dit, que c'était faux. Dégâts égale efficacité. Ouais, mais je trouve toujours qu'en fait, on joue un peu sur les mots, quoi. J'ai Ouais, mais, l'impression, mais parce que le but du combat, c'est quoi? C'est de faire des dégâts, au final. Donc je trouve pas ça. non, 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 non. Le Non, but non, du combat, si le ça but va à du- la décision, c'est de blesser son adversaire. non, c'est de finaliser son adversaire. Oui, oui, finaliser. Non, mais c'est intéressant. Non, mais tu vois, c'est Ouais. hyper intéressant. Ouais, non, mais On est ça là. relève. Non, mais tu vois, regarde, c'est ça que j'apprécie avec toi. Hmm. Que justement, on a deux, si tu veux, on a deux référentiels différents. Tout à fait. Ouais. Tu vois, toi, tu dis, ouais, le but du dégât. Non, ça, c'est dans ma manière de voir le MMA, quand moi, je regarde du MMA, dans mon cœur de fan, de passionné, quand je regarde du MMA, ce que moi, je veux voir, c'est du dégât, c'est du sang, etc. Alors que moi, dans mon référentiel de pratiquant, de combattant, de coach ou d'arbitre, ce que moi, je veux, c'est répondre à l'essence du MMA. L'essence du MMA, c'est finaliser son combattant. Ouais, tu Quand cherches on l'efficacité finalise son martiale. combattant, Excuse-moi de te couper. exactement. L'efficacité martiale, alors que là, on est plus sur bah, le sport de violence, quoi, en fait. Un peu. C'est ça. Hmm. C'est-à-dire que pour moi, mon but, c'est de finaliser mon adversaire. Si mon adversaire, je lui fais aucun dégât, mais que en 10 secondes, je l'ai ramené au sol et que je l'étrangle,
ou que je lui ai pas fait forcément des dégâts, mais comment dire, je lui ai mis une patate au foie. La première patate, je fais un deux, je vais au corps. Enfin, pas la première, la troisième. Un deux, je vais au corps, je lui touche le foie. Le mec, le foie, je l'appuie, ça y est, il n'y a pas de dégâts, hein, si ce n'est si tu veux, c'est organique. Il se passe que tu n'arrives plus à respirer. Donc, voilà, il y a tout un système, comment dire, physiologique qui se passe à l'intérieur de toi. Mais les dégâts, ils sont quoi? Ils sont nuls. Par contre, moi, j'ai appuyé à un moment bas. C'est comme si j'avais appuyé sur off. Et ça, c'est ça l'essence du MMA. L'essence du MMA, c'est de se dire à un moment donné, je mets off. Tu Ouais. vois? Ah, mais c'est pour. Et si je peux le faire sans créer de dégâts, peu importe. Oui, bien sûr. Ouais, mais comme tu dis, s'il n'y a pas, parce que justement, ce critère-là, ils arrivent s'il n'y a pas justement cette finalisation au final. Donc, il faut bien qu'on se base sur quelque chose, tu vois. Mais j'entends que toi, quand même, Exact. s'il y a pas cette finalisation, il y a quand même des moyens de trouver qu'un combattant est plus efficace que l'autre, sans forcément mettre le dégât en avant, quoi. Bah, si, le dégât, c'est une des données, hein. Oui. Attends, peut-être que je me suis peut-être fait mal comprendre, mais bien sûr que les dégâts sont une des données. Imaginons que je n'arrive pas à finaliser mon adversaire en une soumission ou en un coup. Mm, Comment dire, version Avenger. C'est évident que l'addition de mes coups ou l'addition de ce que je vais faire au sol ou de la mise en danger va faire que ça va créer des dégâts. Et c'est l'accumulation des dégâts que je vais avoir qui va créer une finalisation. mm. Mais en vrai, le but, c'est la finalisation. Donc, soit je la crée sur la construction en faisant du cumulatif et donc en créant des dégâts cumulatifs, soit je la fais en ayant la vision ultime, le timing précis. Par exemple, quand bon, alors c'est Oui, un peu en fait, spécifique. excuse-moi de te couper, Ludo. Euh, Il y a le combattant A et le combattant B, ok? Il y en a Mhm, un, il met 10 jabs. Au bout de mhm. 10 jabs, le combattant B, il a l'œil fermé. Il en a mis Ouais. 10. Le combattant B, il en met un de jab. Et le combattant A, il a direct l'œil fermé. Qui au final a fait le plus de dégâts? Enfin, Bah, je te rappelle que ça, je t'avais donné cet exemple-là hmm, avec l'équivalent de si toi, tu es obligé de faire 10 fois le même coup pour créer du dégât et moi, une seule fois créer du dégât, je t'avais demandé c'était qui le plus efficace d'après toi? Celui qui en a mis un ou celui qui a mis 10 d'après toi? celui qui en a mis un. Merci. Donc Et c'était facile à déterminer. Et ouais, pourtant, on a le même dégât, on a les mêmes yeux fermés. hmm, Donc c'est ça, je te laisse pour ça. c'est ça qui était intéressant. C'était qu'on était capable de pouvoir déterminer qui était le plus efficace, alors qu'il y avait le même dégât. Mais maintenant, si les dégâts sont l'élément, si maintenant toi tu m'as fermé l'œil et que moi je t'ai cassé le nez, Bah, ouais, c'est qui le plus efficace? Les bah, deux, ils ont fait des dégâts. bien sûr. Mais du coup, celui qui a mis 10 jabs, étant donné il a eu plus la durée du dégât, donc il aura été. Ce sera lui qui aura le. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, Ouais, Bah, là, non, mais après, je comprends que c'est un bordel, là, hein. on est C'est dans un bordel. l'interprétation. Ah, c'est un Là, on bordel. commence à être dans l'interprétation. Bah ouais, ça va être un Parce bordel. que moi, je serais toujours, parce que Waouh. dans ma logique, la plus efficacité, je serais toujours dans cette vision de dire, j'ai mis 3 fois moins de temps à te faire le même mal. Alors que toi, tu vas te dire, bah, puisque j'ai réussi à le faire 10 fois plus que toi, c'est que je suis plus efficace. Tu vois tu vois la différence de ce qu'on appelle des paradigmes. Est-ce que tu sais ce que c'est un paradigme? Non. Bah, un paradigme, en fait, c'est le critère que tu te bases, sur lequel tu te bases, et c'est le référentiel pour lequel tu te bases. Tu vois, moi, mon référentiel, c'est le résultat, combien de temps j'ai mis à avoir le même résultat que toi. Or, toi, ton résultat à toi, c'est le fait que tu aies réussi à faire le même coup plus longtemps. Hmm. Alors que moi, c'est l'inverse. Je suis dans le paradigme inverse. Pour moi, je dois mettre le moins de temps possible et Ouais, créer des dommages. mais du coup, excuse-moi de te couper, mais du coup, avec ton interprétation, euh, le puncher est plus avantagé que celui qui frappe en volume, tu vois. Mais évidemment, mais évidemment, c'est une découverte pour toi, ça? Non, mais je sais pas, si par exemple un Max Holloway, il mettait pas forcément. Ben oui, mais c'est ça, non? C'est exactement ça. Ouais, si tu mets pas KO et qu'on arrive au même résultat, avoir l'œil fermé. Ben, euh, c'est pas de puncher. Non, mais ce que je veux dire, c'est Puncher, que c'est si tu ça. frappes.
Oui, qu'est-ce qui fait la qualité du puncher? non, c'est qu'il Qu'est-ce qui frappe fait fort. qu'est-ce qui fait Mais qu'aujourd'hui on est frappé ou on est extasié par des mecs qui mettent des KO et alors que le mec pourquoi certains et d'ailleurs je ne participe pas de ceux qui sont dans cette position-là. Pourquoi certains par exemple disent que Taylor Lapillus c'est pas un combattant voilà il est fort très fort etc. Mais c'est pas un combattant qu'on aime voir ou parce que ouais, il bah, a un style justement ennuyant. Ouais. Bah, parce que c'est pas il un est puncher. bah, en fait, voilà. Et tu crois que parce que c'est pas un puncher, ses coups, ils font pas mal? Ah, si, si, Moi, si. je l'ai vu plusieurs fois à l'entraînement. Ouais, Je peux te dire que ses coups, ils sont très efficaces. Mais ce que je veux t'expliquer, c'est que pour l'instant, pour le moment, en mémoire, t'as un KO de. Moi, je me rappelle qu'il avait mis contre Pena à l'Ares. Il avait bien terminé, il avait bien finalisé, tu vois. Mais depuis, t'as en tête une finalisation de Taylor Lapillus? non. Parce que c'est quelqu'un qui est un architecte du combat. Déjà, il est fort dans tous les domaines. Et c'est quelqu'un qui est intelligent, qui est stratégique, qui est... Pourquoi je dis architecte? Parce qu'il construit sa victoire. Mais comme il construit sa victoire, bah, du coup, c'est pas comme je sais pas, Topuria qui, lui, est un puncher. Concrètement, c'est un puncher. Quand tu vois les KO qu'il met et à qui il les met, tu dis, ah ouais, lui, il touche, la lumière, elle s'éteint. Tu vois? Donc, pour en revenir à nos histoires de dégâts, comme tu peux le lire, c'est que comment on les détermine, c'est qu'ils mesurent l'impact sur l'adversaire, diminuant sa capacité ou sa volonté de continuer. Mais comment tu veux sincèrement, t'imagines là, comment tu veux que le juge agisse assis sur son siège avec ses petits carnets et sa petite feuille de score et dise, alors là, je vais rentrer dans la tête du combattant. Est-ce que sa volonté, elle est capable? Tu vois, pour Ouais, moi là, on est trop dans le subjectif. Ça ne va pas pour moi, ça. Tu vois, ça ne va pas parce que quand tu dis diminuant sa capacité ou sa volonté de continuer, bien sûr qu'il y a des langages corporels. On sait très bien que quelqu'un qui est tout le temps dans l'évitement, qui est tout le temps dans le footwork, quelqu'un qui, tu vois, qui se tourne un peu, mais normalement, celui qui tourne le dos, déjà, il est il est déjà dans ce qu'on appelle le hors-combat. Donc, il n'a même pas le droit de faire ça, de tourner le dos normalement, tu vois, parce que tu tournes pas le dos, ça veut dire que tu admets que l'autre est plus fort. Mais c'est compliqué, tu vois, à évaluer ça, à déterminer. Et bon, après, tu as vu, ils ont gardé le système du dégât immédiat par rapport au dégât cumulatif. Donc, hmm, ça répond à ta question. ouais, Tout à l'heure, tu me posais la question et je te dis, bah, c'est évident. Bah, tu me dis, bah non, bah là, c'est écrit comme tel. ok, Ça veut dire que si tu me dis que tu mets 10 jabs et l'autre, il met une frappe, bah, tu vois bien que les règles te disent, bah non, on va favoriser la frappe immédiate. Mais en même temps, c'est logique. Je te le dis et je te le répète. Tu seras plus impressionné par un mec qui met, comment dire, en un seul coup oui, tout à quelqu'un fait. KO, ou tu seras plus impressionné par quelqu'un qui le met au bout de 10. Oui, tout à fait. Non, non, bien sûr. C'est logique, tu vois. Donc voilà. Donc après, bah, il va y avoir aussi la domination. Alors la domination, ça par contre, pour le coup, il y a pas de, il y a pas de grande, il y a pas de grand changement. C'est déjà comme ça qu'on détermine ce qu'est la domination, mais on va quand même le lire. Donc, elle est définie comme une supériorité de position, d'action ou de volume. Bon, rien de nouveau sous le soleil, hein, j'ai envie de te dire. D'un combattant sur un autre pendant une période prolongée. Elle reflète la maîtrise ou l'imposition des compétences de combat, menant à des avantages stratégiques ou tactiques visant à provoquer des dégâts. Donc ça, pour le coup, il n'y a pas de changement en fait. Là, pour le coup, c'est concret, c'est déjà ce qu'on applique, c'est déjà la logique de la domination dans le critère de jugement actuel, donc il n'y a pas de problématique. Donc c'est quoi? Ça peut se résumer par trois choses. Donc forcer l'adversaire à rester constamment en défense, hein, c'est normal, hein, c'est ça la domination, hein. Si à partir du moment où je te tape dessus, toi, tu n'arrives pas à mettre ton game en place, bah, tu as compris que c'est moi qui domine. Donc ça, et j'ai envie de te dire que il y a pas de grande évolution. Sans contre-attaque, même lorsque des ouvertures existent. Voilà. Après, c'est occuper aussi. Donc ça, c'est sur le niveau du striking. Après, au niveau du grappling, c'est occuper une position grappling dominante tout en menaçant continuellement l'adversaire avec des tentatives de soumission ou des attaques pouvant finir le combat. Donc moi, j'ai souligné, le simple fait de garder une position dominante n'est pas suffisant pour montrer une domination. Tu vois, je te l'ai mis en noir, ça. Je l'ai mis en gras de manière à ce qu'on puisse comprendre que les positions ne suffiront pas.
Tu vois? Ouais, c'est Il faut important, qu'il là. y ait, il faut qu'il y ait une mise en danger. Donc, qui est traduit, elle, alors la mise en danger, c'est quoi? C'est ici, c'est traduit en menaçant continuellement l'adversaire avec des tentatives de soumission. Là, c'est pareil. Même si c'est écrit tentative de soumission, dans la tête d'un juge et dans la tête d'un mec, même de l'arbitre, les tentatives de soumission, c'est des tentatives qui nécessitent une défense. C'est pas je me jette sur un triangle à la volée, je rate mon triangle à la volée. Ah, c'est une tentative de soumission. Non, c'est pas ça. Concrètement, c'est je prends une guillotine, tu es obligé de défendre ma guillotine, tu vois. C'est la guillotine que Ortega il met à Volca, tu vois. Mhm. Ça, c'est une tentative de soumission, tu vois. C'est la guillotine que Destin met à Khabib, Ouais. tu vois. Ça, c'est ça, dans l'esprit d'un juge, c'est ça la tentative de soumission, qui n'est pas une Voilà. tentative, mais qui est une soumission enclenchée. Ouais, bien sûr. Elle dure plus longtemps, quoi. Voilà. Et enfin, qu'est-ce que c'est la domination? Et là, rien de nouveau sous le soleil, c'est déjà le cas. C'est maintenir un rythme offensif écrasant avec des techniques, bon, légales, bon, forcément, et qui forcent constamment l'adversaire à se défendre. Donc, c'est ça la domination. Donc, comment comprendre pour un juge, comment comprendre pour un spectateur qui domine? Ben, c'est si vous voyez ces trois choses-là. Et là, j'ai envie de te dire que c'est ce qui est déjà appliqué. Donc, pas de souci. Ça, il y a pas de souci. Celui qui domine, c'est celui qui est toujours à l'attaque. Alors que, par exemple, certains, notamment ceux qui sont admirateurs de la boxe anglaise, te diront que je peux boxer, comment dire, en contre-attaque, je peux boxer en contre, et le système défensif, il doit être valorisé. Chez les MMA, il n'est pas valorisé du tout. Parce que l'essence du MMA, c'est de finaliser son adversaire. L'essence de la boxe, d'ailleurs, pendant très longtemps, la boxe amateur était différente de la boxe professionnelle. L'essence de la boxe, c'est pas forcément le chaos. C'est de toucher et de ne pas être Ouais, touché. c'est marquer des points. Donc, si c'est de toucher et de ne pas être touché, certains se sont amusés à ne pas être touché pour toucher. Mais comme on a le même système de notation que la boxe, c'est-à-dire le 10 must system, il y a des gens qui viennent de ces disciplines qui veulent appliquer ça au MMA. Mais non, ce n'est pas la même essence. Tu comprends ce que je veux dire par essence? Ça veut dire la nature de la discipline, l'objectif de la discipline. Ce n'est pas de toucher. En MMA, c'est pas toucher, pas être touché. C'est pas ça en MMA. Ça, c'est une des tactiques du MMA. Par exemple, le MMA Factory, grande école du ne toucher, ne pas être touché. Cyril Gane, pur produit du toucher, pas être touché. Bien sûr. Tu vois? Mais c'est pas l'essence du MMA, ça. L'essence du MMA, c'est finaliser son adversaire. Et enfin, passons maintenant à la durée. Donc la durée, là, c'est pareil. Il n'y a pas vraiment enfin, je veux dire, c'est déjà appliqué. C'est que la durée, quand on note la durée, c'est qu'elle est définie comme le temps ou le pourcentage du round durant lequel un combattant impose efficacement. Donc tu vois, il y a toujours cette façon de mettre efficace en avant. Ces techniques établissant une domination ou infligeant des dégâts. Voilà. Donc ça, il y a pas de grande différence. Ok. Euh, donc, qu'est-ce qu'on détermine comme des techniques efficaces? Donc là aussi, là, par contre, pour le coup, il va falloir faire attention. Les juges doivent évaluer l'efficacité relative des techniques de MMA de chaque combattant. Donc, les frappes réussies, c'est des frappes qui provoquent des dégâts. Tout à l'heure, tu me le disais. Je t'ai mis un jab dans la tête, d'accord? Bah, s'il n'y a pas de ta part un changement de position, une échymose qui apparaît, un hématome qui se crée, un saignement, elle n'est pas réussie pour cette frappe. Et tu vois, actuellement, c'est pas le cas. Actuellement, on ne juge pas toujours, comme je t'ai expliqué, on ne juge pas que les frappes qui provoquent des effets secondaires. Mm. Je t'ai expliqué l'histoire du low kick ou l'histoire du front kick au corps ou de la droite en ligne au corps. Si je te mets une droite en ligne au corps, tu vas dire, ouais, mais il va se plier sur lui-même, etc. Mais moi, je peux te dire, parce que je suis pratiquant, que
Bien sûr, il y a des frappes au corps où tout de suite, c'est notamment celles qui sont ciblées dans la région du foie, mais il y a des frappes au corps. Même si elles sont efficaces, tu arrives encore un petit peu à faire semblant qu'elle t'a pas touché. Mhm. Bon, des fois, c'est pas le cas, hein, Ouais, disons-nous les tu te choses. plies. Ouais, tu te plies. Ouais. Mais tu peux. Moi, ça m'est déjà arrivé de prendre, par exemple, un front kick au corps. Le front kick m'a fait mal, tu vois. Mais pas au point que. C'est-à-dire, je ne suis pas encore à me tordre de douleur. Mais pour autant, il a été grave efficace. Parce que moi, en fait, du coup, je ne peux pas attaquer là. Pourquoi je ne peux pas attaquer? Parce que je suis obligé de gérer l'effet en moi. C'est-à-dire qu'il faut que je laisse passer du temps pour que je récupère. Là, la frappe, elle est réussie ou elle n'est pas réussie? Bah, tu sais pas, en fait. Enfin, en vrai, tu sais. Mais en vrai, si tu dois le juger, bah, ils disent que c'est pas une frappe réussie. Tu vois? Donc là aussi, c'est moyen. C'est pour ça que je suis un peu. Mais de toute façon, on n'aura pas le choix de les appliquer, hein. Si c'est voté. Bien sûr. Donc il faudra s'y coller. Après, t'adhères pas, c'est pas le problème, hein. Mhm. Il y a une règle, il faut que tu appliques la règle. C'est comme ça. C'est aussi simple que ça. Comme je le dis, le juge, il est là pour mettre en place le critère. Donc ensuite, le grappling réussi, c'est l'utilisation des techniques de grappling qui causent des dégâts. Et là, il précise un petit peu, tu vois. Des dégâts par projection, par renversement. Faudra quand même m'expliquer comment tu fais des dégâts par renversement. Là, peut-être que mon niveau de technique au niveau du grappe et du jujitsu, il est plus à la page, mais il faudra quand même m'expliquer comment tu fais des dégâts, c'est-à-dire des ecchymoses, des machins, des ci, des ça, avec des renversements, tu vois. Mais bon, avec les tentatives de soumission, bon, ça, on l'a expliqué. Et l'obtention de positions avantageuses. Là, je l'ai souligné parce que tout à l'heure, on a dit quoi? On a dit que malgré tout, la domination, tu vois, le simple fait de garder une position dominante n'est pas suffisant pour démontrer une domination. Et là, on dit que l'obtention de positions avantageuses, c'est du grappling. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette position avantageuse, il faut qu'elle soit suivie d'une mise en danger derrière. Alors, il y a quelque chose qui est important. On ne doit pas favoriser, et ça, c'est pareil, c'est le risque qu'on encourt quand on parle de dégâts. On ne doit pas favoriser la frappe par rapport au grappling. Parce que la frappe et le grappling efficace sont considérés comme équivalents. Car tous deux sont évalués en fonction de leurs résultats. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si par exemple, moi je t'ai mis une patate, je t'ai écrasé, je t'ai cassé le nez, mais toi tu m'as mis sur le dos, tu m'as fait tomber, tu m'as mis sur le dos, tu as pris des positions avantageuses, tu m'as mis du grand and pound et tu as enclenché une soumission que j'ai défendue. C'est pas parce que j'ai rien sur moi pardon, Mhm. que tu as rien sur toi, tu vois, c'est le grappleur ou c'est le striker qui a gagné là? Ah, c'est le Pour moi, c'est le grappleur. grappleur. Ouais, pour moi aussi, ouais. Bien sûr. Voilà. Il faut pas favoriser l'un par rapport à l'autre. Et enfin, en cas d'impossibilité absolue de déterminer un avantage, les juges devront considérer l'agressivité. Donc là, on revient sur je n'arrive pas à déterminer qui est le plus efficace. Donc, on garde comment dire, l'agressivité, qui est l'effort offensif constant. Donc ça, c'est celui qui est en action constamment. On avait fait la démonstration, donc ça ne change pas. Et pareil pour le contraire, le cage control, c'est-à-dire le contrôle de l'aire de combat, qui est la capacité à dicter le rythme, l'endroit et la position de l'affrontement. Donc ça reste pareil. Ok. Et enfin, donc comment après, donc une fois que maintenant j'ai déterminé ça, Mhm. comment je mets le score? Donc j'ai compris la logique. Les dégâts sont euh, ce que je dois déterminer comme critère prioritaire d'efficacité. Par le striking, par le grappling. Comment je le traduis par une notation? Donc en l'occurrence, donc toujours pareil, c'est le système du ten must system là. Donc 10 pour le gagnant du round, 9 points. 9 pour le perdant ou moins, sauf en cas d'égalité exceptionnelle. Mais regarde ce qui est écrit. Le 10-10, réservé au round partiel ou exceptionnellement équilibré. Tu vois, c'est marqué exceptionnellement équilibré. En règle générale, donc c'est ce que je te disais tout à l'heure, attribuer un 10-10 pour un round complet est considéré comme un échec à trancher. C'est exactement ce que je t'expliquais tout à Mhm. l'heure.
Ne t'amuse pas à mettre un 10-10 à l'UFC, hein, je te le dis tout de suite, hein. Ils vont mal le prendre sinon. Ensuite, 19, le combattant a clairement été plus offensif et efficace. Tu vois. Le 18, donc incluant la domination, la durée, mais obligatoirement inclure des dégâts significatifs. Les dégâts cumulatifs peuvent aussi être considérés comme significatifs s'ils affectent l'énergie, la confiance, l'endurance ou l'esprit de l'adversaire. Une domination effective, significative accompagnée de quelques dégâts et de peu, voire aucune offensive de l'adversaire peut suffire. Ça, c'est la grande nouveauté aussi, tu vois. Et une simple domination positionnelle sans dégâts ne suffit pas. Donc on revient dans cet état d'esprit de dire, si on a une position avantageuse, c'est-à-dire, on les connaît les positions avantageuses, la crosse, la montée, le dos, mais dans l'esprit des juges, attention à la demi-garde dessus, on n'est pas au jiu-jitsu ou on n'est pas au grappling, c'est pas du 50-50. Dans l'esprit du juge, si tu es dans le demi-garde dessus, tu es quand même dans une position avantageuse parce que tu peux frapper. Les lutteurs nous l'ont montré ça, tu vois. Alors, quand tu as un background, quand tu as un juge qui a un background grappling ou jiu-jitsu ou lutte livre, c'est un peu difficile pour eux de comprendre que, bah, en vrai, en demi-garde, en MMA, on a un peu l'avantage. Pourquoi? Parce que ils sont dans cette idée que c'est 50-50. Mais il faut se détacher de son background et comprendre que dans la tête d'un juge, quand le mec il est en demi-garde, à partir du moment où il peut frapper aisément, et on l'a vu avec les lutteurs. Les lutteurs préfèrent être en demi-garde qu'en cross, t'as remarqué ou pas? Hmm. Pourquoi? Parce que c'est plus facile de frapper en demi-garde qu'en cross. En cross, les frappes, elles ont pas d'amplitude. Donc, à part si tu prends un crucifix et que tu mets des coups de coude du tonnerre, en vrai, l'amplitude, elle est pas suffisante. Alors que quand tu es en demi-garde, bah, l'amplitude, elle est suffisante pour pouvoir créer des dégâts. Donc voilà. Et enfin, un 17, domination écrasante à la fois en termes de dégâts, de contrôle tout au long du round. Voilà. Donc, autre remarque, les pénalités données par l'arbitre doivent être déduites des cartes de juge. Bon, ça, il n'y a rien de nouveau. En cas de décision technique, tu te rappelles de la décision technique, hein? Hmm. Combattant interrompu après la majorité des rounds complétés, les rounds incomplets doivent être notés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même si, par exemple, il s'est passé quoi que ce soit de manière extérieure, ou il y a eu un fait de combat, etc., on est obligé de noter les rounds qui ont été effectués. Et si la majorité comment dire, des combats ont eu lieu, on prend la décision technique. C'est pas un no contest. Voilà. Et enfin, et je l'ai souligné, la défense n'est pas notée. Seules les actions offensives sont prises en compte. On n'est pas à la boxe anglaise. On n'est pas au kickboxing ou à la boxe française. On n'est pas au full contact. Voilà, et ben écoute, maintenant, ce qui me ferait plaisir, c'est que tu puisses me poser des questions, si tu en as. Bah écoute, déjà, Parce que je pense que tu es certainement est-ce que tu peux nous le mettre... mieux placé pour éventuellement Ouais, bien sûr. mettre en Si, avant comment dire, le message de la minorité silencieuse. si tu peux nous... La minorité. Si tu peux nous mettre en full écran, s'il te plaît. Juste. Ouais. Non, mais en tout cas, déjà, moi, je me permets de te dire mon ressenti. C'est quand même un sacré bordel, pour être franc avec toi. Ça montre bien que notre sport, il n'est pas encore établi correctement, qu'il y a encore des débats. Tu vois, dans les bureaux, ça parle beaucoup. Est-ce que tu vois, les décisions qui ont fait pas mal de bruit ces dernières années, elles ont pas aussi travaillé pour? Moi, je préfère être à ma place perso en train de faire des podcasts qu'à la tienne, pour être franc avec toi, Ludo, parce que franchement, c'est compliqué. Mais ouais, déjà, j'aimerais savoir, toi, qu'est-ce que t'en penses réellement? Enfin, t'as dit que voilà, que ça te plaisait pas forcément, mais enfin voilà, au sein de la fédération du MMA en France, comment, comment ça va être perçu, quoi? Enfin, même si tu m'as dit, vous n'avez pas le choix, quoi. Ouais, c'est un peu ça. Comme je te l'ai dit, alors, il y a deux questions en une. Je vais répondre à la première. La première, elle est vite répondue. Oui, ça crée le bordel.
parce que justement, on s'était familiarisé depuis toutes ces années à, à avoir cette logique. Donc, elle était facile. Il suffisait d'éduquer et d'expliquer. Il suffisait d'apprendre et même de faire de la prévention, de l'information, de l'apprentissage aux coachs, aux combattants et, je le dis et je le répète, aux communicants. Je vais les appeler les communicants. Pourquoi? Parce que moi, j'ai bien l'impression que c'est un peu... Ouais, que ça euh, pèse dans la balance, ça, que ça y joue, ouais, quoi. c'est un Ouais. peu suite justement à cette communication qu'aujourd'hui on en arrive là. Bon, ça c'est mon sentiment personnel et je te le cache pas, moi je suis quelqu'un qui est plutôt progressiste, hein. Moi j'aime me projeter vers l'avant, j'aime les choses évolutives. Le MMA est un sport évolutif qui n'est pas figé et donc si tu veux, c'est tout à fait normal et c'est tout à fait sain qu'il y ait, comment dire, Des confusions. Et en même temps, il y avait aussi un gros manque de communication concernant le règlement. Tu vois, là, ce qu'on a fait, le podcast qu'on a fait précédemment, celui qu'on est en train de faire, on va pas se mentir, je parle au MMA français, hein. On n'en retrouve pas beaucoup. Tu vois, je te l'avais dit, c'était pas pour te jeter des fleurs, mais le podcast qu'on a fait précédemment, avec toute la documentation que tu as mis en place, voilà, c'était pas forcément la formation que vous enseigne la fédération, mais tu avais essayé de faire quelque chose à ta sauce. Euh, on ne retrouve pas ces choses-là. Donc c'est aussi normal que derrière, ben, il y a des personnes comme moi, hein, parce que je m'inclus là-dedans, qui ne savent pas noter. Et même déjà, vous, c'est compliqué. Et donc, pour nous derrière, enfin, tu vois, ça fait l'entonnoir, quoi. Et là, j'ai l'impression qu'avec ces changements, ça va être encore plus le bordel. Et on va dire, ouais, parce que, tu vois, c'est obligé qu'il va y avoir des gens qui diront, ah, mais non, c'était comme ça avant. Tu vois, donc, parce que j'imagine que là, si cette assemblée vote pour ces changements-là, comment ça va se passer? Vous partez en formation? C'est obligatoire avant même de juger. Enfin, tu vois, l'UFC, comment ça va être aussi un bordel en termes d'organisation pour que tous les juges soient formés en temps et en heure, quoi. Parce qu'il y a quand même des combats, des organisations tous les week-ends. bah, que t'as tout dit. Tu vois? T'as vraiment tout dit, c'est vraiment ça. Ça veut C'est dire un que séisme, c'est un peu un petit c'est séisme, quoi, tu vois? c'est ça, c'est exactement Et ça. qui va être pénalisé, c'est les fighters, Alors, qui ne euh, finissent pas les euh, combats, pardon. Parce que voilà. j'ai envie de dire qu'il risque d'être pénalisé. Oui, Après, on est dans un système de compréhension et d'application assez agile. Des gens comme moi, tu te doutes bien que ça, on a déjà. Moi, j'ai déjà, quand j'ai eu cette information-là, j'ai déjà eu à mon niveau déjà une communication, notamment avec mes collègues du bureau technique des officiels. Donc, comme je vous l'ai expliqué, au sein de la fédération, il y a un bureau technique des officiels qui gère la formation des officiels, pardon, et la formation des juges et des arbitres, et donc, et qui met aussi l'encadrement des compétitions. Donc, forcément, nous, bah, très rapidement, on va se mettre en action et on va, comment dire, faire un process. Et on va communiquer, on va faire des supports de communication et je pense qu'on va faire de la sensibilisation auprès des entraîneurs, auprès des combattants, auprès des organisateurs. Ça va se mettre en action parce on est quand même, malgré tout, c'est pas pour nous jeter des fleurs, mais on est assez réactif et on est très rigoureux. Voilà. Ce qui nous manque juste, c'est un peu d'argent pour que, au sein de de la FMMAF, il y ait un poste de communication qui soit salarié et qui communique sur toutes les productions que l'on fait. Voilà. Mais sinon, ouais. on est plutôt pas mal. Donc, on va se mettre en branle. Par contre, là où tu as raison, c'est que ce que j'ai peur, c'est que ça mette le flou artistique dans la tête des juges actuels. Mais pas que au niveau français, hein. Bon, au niveau français, on va s'en charger, mais même au niveau international. Parce que là, c'est un petit séisme. Si tu commences à dire efficacité égale dégâts, donc en fait, quand tu dis que les MMA, c'est pas des maths, bah, manque de peau pour toi, là, ça en devient. Moi, je suis d'accord avec toi. Le MMA, c'est pas des maths. Mais malgré tout, quand tu commences à dire efficace égale dégâts, bah là, ça va être compliqué. Parce que même si on essaye de le déterminer, tu as bien vu que même de la manière dont c'est expliqué,
il va falloir quand même faire une explication. Il va falloir faire quand même en sorte que tout le monde comprenne bien de quoi il s'agit. Et puis arrive à le mettre en place aussi parce que voilà, là actuellement vous C'est toujours aviez. pareil. Ouais, C'est la logique, tu vois. Autant il y a des choses qui sont logiques parce que, encore une fois, on peut avoir le référentiel, mais après, pour avoir le référentiel, il faut avoir la logique et l'application. Et l'application. Parce que si tu es en train de me dire que avant, et c'était facile avant, il fallait avoir les 3D pour mettre 18, mais si maintenant il faut avoir 2D, mais les dégâts, ok, on les détermine. Mais si le mec, il a dominé affreusement bah, tout le round, mais qu'il n'a pas fait d'échymose et qu'il n'a pas fait de saignement ou qu'il n'a pas fait il n'a pas blessé, il n'a pas le droit d'avoir il a pas le droit d'avoir un 18, il a le droit, en bah, 19. ça revient au même qu'avant alors. Tu Ouais. vois, donc c'est quoi la Ouais, différence? le problème au final, il n'est pas réellement. Pas résolu. Ouais, il est pas réellement résolu. Est-ce que c'est pas, ouais, est-ce que c'est pas fait pour augmenter un peu l'agressivité encore? Parce que voilà, on sait que En fait, ce là, qu'on on cherche, est, c'est le finish. Ce que cherchent les organisations et à propager dans le MMA, c'est que les combattants terminent les combats. Bon, heureusement, ça va, ça, la plupart des combats se terminent. Mais avec ces critères de notation, en fait, on va encore moins laisser la place à que ça aille à la fin, en fait, hein, parce que. rappelle-toi ce que je t'ai dit. Le système de notation, il va influencer sur le game plan. Hmm. Et donc, le game plan, il va influencer sur l'apprentissage. Parce que c'est, comment dire, C'est lié, c'est lié. ouais, voilà, c'est Ah, lié. c'est. Et si tu veux, c'est un système qui est comment dire, Ouais, descendant. ouais, il y a des. Je vais apprendre à mes élèves ce qui va me mettre le plus de points, en fait. Bien sûr. Tu comprends? Donc, aujourd'hui, on est en train de succomber à l'environnement extérieur. Les gens veulent du sang, Ouais, les gens veulent des dégâts, les gens veulent voir Et donc, on est en train de mettre en place des règles pour leur donner satisfaction. Pour moi, ça, c'est une erreur. On devrait au contraire familiariser les gens. Parce que, tu sais, aujourd'hui, bon, on n'en parle pas, nous, parce que c'est pas quelque chose forcément qui est dans After Fight, tu vois. Mais si je prends par exemple le One FC, le One FC, la plupart des combattants du One FC, le One FC, c'était un grand fourre-tout. Il faisait du grappling, il faisait du MMA, il faisait du pied-point. Le One FC, à la base, c'était un truc de MMA. Puis, ils ont commencé à mettre des nakmwe avec des mitaines. Ils ont vu que le Karchuek, donc qui est du Muay Thai avec des mitaines, avec des cordes, ils se sont dit, tiens, on va lancer le truc. Ça existait déjà en Australie, hein, soit dit en passant. Et ils se sont rendus compte qu'aujourd'hui, bah, il y avait des chaos de malades, c'était hyper spectaculaire. Il faut savoir que le One FC, c'est un truc qui est regardé par toute la planète asiatique, tu vois. Toute la sphère asiatique et plus, hein, mais je veux dire, c'est hyper regardé. Et donc, il y a des puristes même du Muay Thai qui ont dit, bah, à cause des mitaines et à cause du système de notation, c'est-à-dire justement le côté dégâts, bah, ça a dénaturé le Muay Thai. Et en fait, si tu veux, ils ont créé carrément maintenant, aujourd'hui, une discipline qui est le Muay Thai avec des mitaines, en fait, mais qui n'est plus vraiment du Muay Thai, parce qu'il y a plein de techniques où la manière dont on notait, par exemple, le Muay Thai, on notait certaines techniques plus que d'autres, bah maintenant, c'est mis à la poubelle, bah parce que c'était tellement spectaculaire qu'ils ont voulu faire en sorte que ça existe. Et donc maintenant, aujourd'hui, bah, tous les Nakmwe, ils sont tous dans l'anglaise maintenant. Et ben ça, c'est le risque qu'on va prendre en MMA. Voilà, on a succombé un petit peu à ça. Pourquoi? Parce que on vend du show, on vend de l'entertainment. ouais, ouais. Eh ben écoute, en tout cas, j'ai envie de dire affaire à suivre. On va suivre ça de très près. Ben, Ludo, merci pour tes explications concernant cette mise à jour qui n'est pas encore établie. Mais voilà, on ne vous manquera pas de vous tenir informé de la suite. Et puis on reviendra pour en parler. Est-ce que tu as un petit mot à ajouter, Ludo?
Je te laisse le mot de Non, la non, fin. merci, merci encore pour cet échange de qualité et de m'avoir permis de pouvoir parler de cette nouveauté et déjà d'anticiper sur ce qui va se passer parce qu'il y a plein d'événements MMA qui arrivent, hein.